L'histoire en marche au Zimbabwe. Une semaine après le coup de force de l'armée, Robert Mugabe rend les armes. Après 37 ans de règne, il a remis sa démission. Philippe Randrianarimanan nous raconte cette journée fatale pour le président zimbabwéen. Scène de liesse à Harare, les Zimbabwéens sortent dans la rue à l'annonce de la démission de celui qui dirige le pays depuis 37 ans. La population célèbre l'événement devant l'armée qui a poussé Robert Mugabe, 93 ans, vers la sortie. Je ne peux pas y croire, je suis heureuse, je suis tellement heureuse. C'est ici, devant le Parlement où défilent ces manifestants, que le président de l'Assemblée nationale a annoncé la nouvelle tant attendue, lors d'une session extraordinaire consacrée à la destitution du président. Dans sa lettre de démission, Robert Mugabe parle d'un choix volontaire, motivé par le désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, pacifique et non violent. Il avait pourtant résisté aux appels pressants à la démission dans son propre camp comme dans la population. Une semaine après le coup de force de l'armée, provoqué par la révocation du vice-président Emmerson Mnangagwa, c'est une délivrance pour le pays, dirigée d'une main de fer par celui qui fut héros de la guerre d'indépendance. C'était donc le dernier héros des guerres d'indépendance au pouvoir en Afrique. Robert Mugabe régnait depuis 1980 sur son pays. C'est lui qui a rebaptisé l'ancienne Rhodésie du Sud, Zimbabwe. Son histoire se confond avec celle de son pays. Et pour en parler, nous sommes avec Virginie Roiron, spécialiste de l'histoire du Zimbabwe. Bonsoir. Bonsoir. En tant qu'historienne, qu'est-ce que vous retenez de la trajectoire de Robert Mugabe ? Alors Robert Mugabe, c'est un personnage extrêmement charismatique qui a su bien avancer ses pions, qui est un personnage intransigeant, qui est un personnage d'une extrême intelligence, un politicien extrêmement habile. Je pense avoir fait un portrait à peu près de mon ressenti de Robert Mugabe sur toutes ces années de la libération jusqu'à aujourd'hui. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on va remonter le fil de l'histoire. Donc en 1965, l'indépendance de la Rhodésie du Sud est proclamée et Ian Smith, un blanc, est à la tête du pays. Mais ce n'est pas tout à fait l'indépendance. Expliquez-nous. Non, c'est pas une indépendance, c'est une déclaration unilatérale d'indépendance, donc un acte de rébellion contre le gouvernement britannique de la part de cette minorité blanche qui avait le pouvoir. Oui. La Rhodésie du Sud était ce qu'on appelle une colonie autonome. Donc il y avait un gouvernement et ce gouvernement résistait aux appels des Britanniques de s'élargir pour intégrer la majorité de la population. Et donc le mouvement est devenu de plus en plus intransigeant et en 1965, le 11 novembre, Ian Smith, donc le premier ministre de la Rhodésie du Sud, a proclamé illégalement son indépendance et la Grande-Bretagne en a tiré les conséquences, à savoir qu'elle a refusé de reconnaître, a encouragé les États à ne pas le reconnaître et a imposé des sanctions. Et en 1966, la guérilla des Noirs éclate. Il y a deux leaders, Robert Mugabe et Joshua Nkomo. Oui. Pourquoi cette lutte armée est divisée ? Alors, elle est divisée pour des raisons de personnalité. Joshua Nkomo est clairement le leader le plus charismatique, celui qui est présent dans les négociations depuis le plus longtemps. Au départ, donc le mouvement est uni, et puis il se déchire au début donc des années 60, et une partie donc qui n'est pas menée par Robert Mugabe à l'époque, mais par Ndabangi Sisole, fait sécession et crée un nouveau mouvement, la ZANU, donc les raisons de cette scission, ne sont pas ethniques à l'origine, elles sont liées à des questions de stratégie. Il trouve que Nkomo n'adopte pas la bonne stratégie. La ZANU est plutôt un mouvement qui occupe le terrain, qui est là pour essayer de convaincre, alors que la ZAPU est plus en retrait et plus modérée. Après, effectivement, au cours des années 70, la différenciation ethnique va prendre le dessus. La ZANU étant plus représentative des Shona, qui est la grande majorité du pays. Inversement, la ZAPU devenant, puisque Nkomo était Ndebele, un mouvement qui est plus soutenu par les Ndebele. Donc l'indépendance est négociée avec les accords de Lancaster House en 1979. Quel était l'esprit de ces accords ? Alors l'esprit de ces accords, c'était de trouver une solution.
parce que de toutes les années 70, il faut voir qu'on avait vraiment c'était le chaos. On avait donc un mouvement de guérilla pour les États qui étaient autour, c'était extrêmement déstabilisateur puisque les guérilleros avaient leur base autour. On avait ensuite l'Angola, le Mozambique qui sont devenus indépendants en 1975, donc ça avait été un réel tournant. L'Afrique du Sud et les États-Unis sont intervenus aussi pour essayer de trouver une solution. Et Lancaster House, c'est vraiment un compromis. On a demandé aux Britanniques de reprendre les choses en main et de négocier un accord, ce qui est fait. Alors, Lancaster House, c'est un cessez-le-feu, c'est une constitution et c'est l'organisation d'élections en décembre 79, avec bien sûr rien sur le problème des terres. Et comment la figure de Robert Mugabe émerge du mouvement de libération ? Comment il s'impose ? Alors, comment il s'impose ? Il s'impose par essentiellement l'occupation du terrain. C'est vrai que Nkomo est beaucoup plus dans le côté nationaliste en exil, etc., alors que Mugabe est plus sur le terrain. Et c'est vrai que Mugabe a été emprisonné quand même pendant 10 ans, 11 ans presque, entre 64 et 74. Il a été libéré en 74. À partir de ce moment-là, il s'est fait nommer à la place de Citrollet à la tête de la ZANU, mais n'a pas été reconnu tout de suite. Il lui a fallu 3 ans, en 77, pour vraiment être reconnu, non seulement par la ZANU, mais également par les soldats donc du mouvement armé lié à la ZANU, mais également par les Frontline States, donc ces États qui étaient autour, les voisins du Zimbabwe actuel. Alors la Rhodésie du Sud devient le Zimbabwe en 1980. Mugabe entame une politique de réconciliation nationale. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce que ça veut dire, c'est que les accords de Lancaster House étaient très imparfaits, comme vous l'aurez compris, et c'est vrai que plusieurs fois, Mugabe a failli claquer la porte des négociations, ainsi que Nkomo d'ailleurs, puisqu'ils étaient tous les deux. Et puis donc les deux leaders nationalistes étaient ralliés donc autour du Front patriotique. C'est pour ça que la ZANU s'appelle ZANU-PF, Patriotic Front. Et la réconciliation nationale, c'était de jouer le jeu finalement des accords de Lancaster House, qui protégeaient le droit de propriété. Donc à partir du moment où les accords de Lancaster House protégeaient les droits de propriété, on ne faisait pas d'expropriation arbitraire. Simplement, la Grande-Bretagne, les États-Unis également ont contribué à un fonds pour que l'État zimbabwéen puisse racheter des terres sur une base de volontariat. Et ça a duré pendant à peu près 10 ans. Puisque c'était globalement la durée qui était prévue pour les accords de Lancaster House, qui avait cette disposition de... Et puis par ailleurs, Lancaster House imposait 20 sièges sur 100 aux Blancs. C'est-à-dire que sur 100 sièges, 8 millions de Zimbabwéens noirs étaient représentés par 80 députés et 200 000 Blancs étaient représentés par 20. Et ça, c'était pareil, prévu pour 10 ans. Ça n'a pas duré 10 ans. En 87, la Constitution a changé. Et comment Mugabe passe d'une politique de réconciliation, d'ouverture vers les Blancs, à l'expropriation des terres à leur encontre ? Alors, la réconciliation, par ailleurs, il y a eu un autre point, c'est que, certes, avec les Blancs... il n'y a pas eu de soucis, mais en revanche, vis-à-vis de Nkomo et d'Ndebele, il y a eu une répression terrible dans les années 80 qui a été passée sous silence par la communauté internationale, tellement le soulagement, finalement, ça se marche bien, était là. Et après, donc, il est passé à cette politique-là parce que l'économie commençait à s'essouffler du fait des programmes d'ajustement structurel ça concernait également les autres États africains. Et puis parce qu'au bout d'un moment, la base du volontariat finit par s'essouffler et il faut trouver d'autres ressources. Alors pourquoi aujourd'hui Mugabe est considéré en Afrique comme un héros, voire un mythe, à l'image de Nelson Mandela ou Thomas Sankara, notamment auprès de la jeunesse, alors qu'en Occident il est perçu comme un dictateur, un vieillard fantasque? Comment vous pouvez nous expliquer ce décalage de perception? Pendant longtemps, l'Occident l'a également considéré comme un héros et comme... en fait, Mugabe a été éclipsé par Mandela. Ça, c'était vraiment le drame de sa vie, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il a très très mal ressenti. Le début de l'ouverture de l'Afrique du Sud, l'émergence de Mandela, on ne parlait plus du Zimbabwe, on ne voyait plus... Alors c'est vrai que ça a été vraiment un facteur qui fait que les Occidentaux ensuite ont vu les choses d'une nouvelle manière. C'est vrai
qu'avec la fin de la guerre froide, on avait les considérations sur l'avancement démocratique, et puis l'exemple de l'Afrique du Sud aussi, qui a quand même bien réussi cette transition, cette transition du gouvernement d'apartheid à un vrai gouvernement démocratique. Bon, ça, c'est des choses qui ont fait qu'on a jugé Mugabe sur ensuite des critères qui, c'était l'époque des transitions démocratiques partout, sur des critères qui étaient ceux du consensus de Washington dans les années 90. Mais voilà, en même temps, Mugabe reste, et il reste encore aujourd'hui extrêmement populaire pour ça. Et c'est aussi pour ça que l'armée l'a ménagé jusqu'au bout. Merci beaucoup. Nous allons reparler donc de Mugabe. Il était jusque-là le plus vieux président au monde. À 93 ans, le Zimbabwe n'avait connu que Robert Mugabe depuis son indépendance. Du camarade Bob, héros de la libération, au despote provocateur. Retour sur 4 décennies au pouvoir avec Ilham Taoufiki. Il y a 2 anniversaires que Robert Mugabe se plaît à fêter chaque année en grande pompe. Le sien et celui de l'indépendance de son pays. 37 ans que le pays est sorti du joug colonial, 37 ans qu'il en est le président inamovible. Maintenant, nous apprécions ce que nous avons atteint, les fruits de notre indépendance, la possession et la propriété de nos terres et de nos ressources naturelles. Robert Mugabe, le père de la nation, un héros de l'indépendance, et ce dès les années 60. La Rhodésie du Sud est alors une colonie britannique, un régime ségrégationniste où la minorité blanche a tout, la majorité noire, rien. Robert Mugabe, marxiste convaincu, crée son parti indépendantiste, le ZANU-PF. 1 an plus tard, en 64, il est jeté en prison. Il y croupira 10 ans. À sa sortie, ce n'est plus le même homme. Il prend les armes contre le régime de Ian Smith, avec toujours les mêmes revendications. Dans le système actuel, les terres sont divisées en fonction de la race. L'économie fonctionne par rapport à la race. Toute la société est établie en fonction de l'appartenance raciale. Je voudrais en finir avec cela. Mais il faudra attendre encore quelques années. Et en 1980, c'est l'avènement du Zimbabwe indépendant. Robert Mugabe devient Premier ministre, plutôt prometteur. Services publics performants, construction d'écoles, d'universités, une véritable lune de miel. Mais en 1982, un premier signe de durcissement. Mugabe réprime sauvagement les Ndebele, le groupe ethnique de son ancien frère d'armes, devenu trop encombrant. 20 000 morts. Mais personne n'ose encore le lui reprocher publiquement. De nombreuses personnes considérées comme dissidentes ont été tuées. Mais pendant les 10, peut-être 15 premières années, eh bien Mugabe a très bien dirigé le pays. Années 90, économiquement, c'est la dégringolade. Robert Mugabe se soumet au FMI et à ses plans d'ajustement structurel qui étouffent l'économie. Les Britanniques décident de ne plus financer la réforme agraire. 42% des terres sont toujours aux mains des Blancs. En 2000, Mugabe met fin à cet état de fait. 3 années plus tard, 90% des fermes sont saisies brutalement et redistribuées aux élites, aux anciens combattants. Une série de sanctions internationales drastiques achève de mettre le Zimbabwe à genoux et de raidir encore plus Mugabe dans sa rhétorique anti-Occident. Ni Bush ni Blair ne pourront provoquer un changement de régime ici. Jamais. Nous ne l'accepterons jamais. Sur le plan politique, l'opposition est muselée, manipulée, violentée. Économiquement, hyperinflation, risque de famine, chômage endémique. 90% de la population est sans emploi en 2017. Son habit de père de l'indépendance ne l'aura pas sauvé cette fois. Au Zimbabwe, personne ne veut continuer de payer le prix de son héroïsme d'antan.